Bonjour, je suis Bruno Marsloff, je suis sociologue, je suis prospectiviste et depuis maintenant près de 30 ans, je me penche sur la question des usages, ça va avec le sociologue, mais articulé autour des questions de mobilité qui en appellent forcément à toute une série d'autres enjeux qui sont l'urbanisme, l'aménagement du territoire, le numérique et le travail aussi, très important, puisque le travail est extrêmement structurant pour les mobilités, mais aussi le commerce par exemple. Inclure les mobilités dans un projet de rénovation urbaine, ça convoque toute une série d'enjeux qui ne se limitent pas au transport. On est sur des enjeux d'urbanisme, sur des enjeux d'écologie, sur des enjeux de numérique, sur des enjeux de logistique urbaine. La tentation, elle est de répondre par du transport. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut inverser la focale, on est sur quelque chose qui est très systémique. Et les questions de transport ne sont qu'une partie de la réponse. Et donc ça suppose en fait de savoir quelle ville on veut, quel territoire on veut, quel est le quotidien qu'attendent les usagers de la ville. Et ce sont toutes ces questions que convoque aujourd'hui la rénovation urbaine. Il y a un récit métropolitain, c'est la France qui gagne, et en fait la réalité est beaucoup plus complexe. Donc avant de parler mobilité, il faut véritablement avoir une vision d'ensemble et puis une vision aussi politique, c'est-à-dire et puis prospective, c'est-à-dire où veut-on aller et comment veut-on transformer la ville dont on hérite aujourd'hui. Cette ville aujourd'hui, la métropole tire la couverture à elle, et de l'autre côté, tout ce qui se passe hors métropole, progressivement, c'est délité, c'est évidé, c'est dévitalisé. Les villages, les petits bourgs, même les villes moyennes, voire des villes encore plus grosses, ont très largement perdu dans cette évolution. Le tout est relié à un élément de la mobilité qui est la domination progressive de la voiture sur l'ensemble de ce système urbain et territorial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la voiture, c'est 80% des déplacements réalisés en France aujourd'hui. C'est vrai, c'est une statistique qui vaut dans la plupart des autres pays. Et la voiture, ça équipe plus de 80% des Français. Il ne faut pas oublier non plus que dans la mobilité, il n'y a pas que la mobilité des personnes. On a aussi une mobilité des marchandises, et une mobilité des marchandises qui, elle, va encore plus vite que la croissance de la mobilité des personnes, due en fait au e-commerce, aux commandes à distance, aux livraisons à domicile, etc. On est dans quelque chose qui est structurellement inflationniste. Et c'est sur cette inflation qu'il faut qu'on se pose des questions. Parce que de toute façon, on sait que cette évolution, elle est insupportable parce qu'on a des injonctions écologiques et on sait qu'il faut qu'on réduise de manière drastique les émissions nocives qui sont liées au transport motorisé. Elle est insupportable parce que progressivement, elle a amené à des déplacements extrêmement conséquents. Par exemple, les actifs de la seconde couronne de l'Île-de-France ont une moyenne de 2h30 de déplacement par jour. La question, c'est comment est-ce qu'on peut réduire de manière significative cette mobilité subie. Il ne s'agit en rien d'empêcher la liberté d'aller et de venir. Il s'agit simplement de trouver un nouvel équilibre intelligent entre une mobilité choisie et une mobilité subie. Donc voilà un petit peu comment se pose aujourd'hui cette question de la rénovation urbaine. Alors, en effet, si on en est arrivé à 80% de déplacements liés à l'automobile, une automobile qui le plus souvent est du ressort d'une voiture particulière et soliste, c'est-à-dire que
Il y a en moyenne 1,2 personnes dans une voiture. C'est dire le gâchis de productivité qu'il y a dans le déplacement automobile. La filière automobile va évidemment tenter de trouver et cherche aujourd'hui des solutions pour continuer à vendre des automobiles, ce qui est légitime de leur part. Et c'est une question d'emploi, c'est une question d'économie. On voit bien que ça structure très très fortement l'économie générale, tant au niveau français qu'au niveau mondial. Et toute une série d'initiatives sont apparues dans les dernières années d'une voiture dite propre. Mais le drame, c'est qu'une voiture, même si elle a toutes ses nouvelles qualités, ça reste toujours une voiture, avec son encombrement et toute une série de séquelles liées au trafic de cette voiture, au stationnement de cette voiture en ville, à la circulation de cette voiture. Si on prend Paris, on est depuis longtemps sur un rythme de baisse du trafic automobile de 5% par an. On voit bien comment des villes comme Paris, mais c'est bien d'autres, ont, sous la pression de la congestion, et sous une volonté d'apaisement de la ville, en sont arrivés à proposer des nouvelles solutions. Donc ces nouvelles solutions, c'est bien évidemment muscler encore plus le transport collectif. C'est aussi développer de façon significative tout ce qui a trait au vélo. On le voit bien à Paris, mais c'est valable dans bien d'autres villes. Sachez par exemple qu'on a moins de 10% des Parisiens qui utilisent leur voiture au quotidien, alors qu'on a quelques 90% quand on est dans les zones rurales. Donc, il y a des débuts de solutions, on le voit, qui s'esquissent du côté des transports et des déplacements dans les grandes villes. En revanche, il se passe très peu de choses, voire rien, dans le reste du territoire. Le transport collectif, dans ces zones-là, quand il existe, il prend à peu près 5 fois plus de temps qu'une voiture pour faire le même parcours. Et encore, on n'en a pas la maîtrise des horaires. En reprenant ce prisme, qui est de ne pas chercher nécessairement d'abord des solutions du côté des transports, mais de regarder le quotidien des gens, de regarder en fait quels sont les usages. On voit bien que du côté du travail, il se passe quelque chose qui est cette capacité que l'on a de développer du travail à distance. On voit bien qu'il suffit qu'il y ait un accès Wi-Fi dans un café quelconque pour que spontanément des travailleurs viennent s'y installer. Mais ça n'est pas que ça. C'est comment ramène-t-on les ressources et les aménités urbaines vers ces populations. Donc aujourd'hui, toute une série de réflexions sont en train de se mettre en place. Les réflexions sont pensées déjà depuis longtemps. Déjà dès la fin des années 80, la DATAR imaginait des espaces publics numériques à destination des zones rurales pour permettre d'éviter à des travailleurs des déplacements lointains et chronophages. C'était un échec, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on renouvelle le travail. Et c'est plus la DATAR, c'est son successeur, la CGET, qui tente une démarche de réflexion. Là, ils viennent de lancer un concours pour mettre en place 300 tiers-lieux nouveaux. Emmanuel Macron a annoncé au printemps la mise en place d'un réseau de 1500 à 2000 maisons de service au niveau cantonal. Si on met en place ces nouveaux espaces qui seront nécessairement multifonctionnels, dont le rôle est d'abord d'être un lieu où l'individu pourra maîtriser sa mobilité. Il pourra la maîtriser parce que l'offre de transport auquel il aura accès lui permettra une alternative ou une complémentarité à la voiture. Il ne faut pas rêver, on ne fera pas disparaître la voiture du jour au lendemain.
En revanche, on peut parfaitement imaginer des rabattements sur ces espaces avec une voiture et qu'on puisse poursuivre ce parcours avec un autre mode de transport. On sait bien que depuis maintenant la fin de la guerre, on est sur une réduction drastique par exemple, du réseau de transport ferré. On fait disparaître les gares et les petites lignes les unes après les autres. Donc là, c'est une inversion. Comment peut-on faire? Alors, ce n'est pas forcément du ferré, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Peut-être faut-il travailler du côté du transport à la demande, des navettes. La Hollande ou le Danemark développent des autoroutes urbaines pour les vélos. La Fabrique écologique a imaginé quelque chose du même type sur l'ensemble du territoire français. L'ensemble doit fonctionner de façon conjuguée, c'est-à-dire à la fois donner des moyens de la multimodalité, c'est-à-dire le choix des modes de transport, donner les moyens de l'intermodalité, c'est-à-dire la combinaison des modes de transport, donner les moyens de la démobilité, c'est-à-dire éviter des moyens de transport, donner les moyens de l'altermodalité, c'est-à-dire la maîtrise par chacun de ces modes de transport. Donc conjuguer à la fois la question du transport, mais revisiter en essayant de sortir des sentiers battus, et puis que dans ces mêmes espaces, on puisse accéder à des aménités urbaines qui ont disparu, que ce soit aussi des espaces qui redonnent du service public qui a disparu et qui le redonnent avec des humains et pas simplement avec du numérique, parce qu'on est dans une zone qui d'une part est encore très très mal desservie sur le numérique et parce que une large partie de cette population qui n'a pas eu l'occasion d'utiliser le numérique est un peu illettrée par rapport à ça. D'autres initiatives peuvent être imaginées. Il y en a une qui me paraît extrêmement intéressante. Il y a une réflexion avec des urbanismes, un groupement qui s'appelle Ville en Mouvement a lancé une très grosse réflexion sur ce qu'ils appellent des hyperlieux mobiles. En fait, on n'invente rien, on redécouvre ces marchands itinérants qui se déplaçaient vers les villages et dans les campagnes, qui avec leur charcuterie, leur poissonnerie, leur épicerie, etc., mais décliner bien plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi là installer des cinémas, on peut installer des solutions de santé qui se déplacent, etc. Donc nous avons imaginé ce que nous appelons des hubs de démobilité. C'est à la fois des espaces de transport, des espaces de ressources urbaines, mais aussi il faut permettre aux gens d'aller au-delà de leur bassin quotidien et de pouvoir aller ailleurs. Et donc il y a un enjeu de reliance. Cet enjeu de reliance, c'est faire en sorte qu'à toutes les échelles, on puisse être dans une continuité territoriale. La figure de Vélov ou Vélib est assez intéressante. Elle est apparue il y a une quinzaine d'années, en 2006, et le réseau, et ça a été son génie, c'était d'avoir des points tous les 300 mètres. Et en fait, on s'est aperçu que les utilisateurs l'utilisaient souvent dans une perspective d'articulation avec d'autres modes. C'est-à-dire que juste à côté de la station-service, il y a un autre... Il y a une station de métro, une station de bus, une station de tram, etc. Aujourd'hui, notre réflexion, elle se porte sur ces hubs, ces maillages de hubs, et comment on peut faire en sorte qu'il y ait toujours une continuité urbaine, une continuité servicielle pour permettre en fait de réduire de manière drastique la pratique automobile. Dans une enquête que nous avons réalisée, on a eu cette réponse étonnante de mesurer que la moitié de la population, 48%, souhaite résider ailleurs que là où ils vivent actuellement. Et ce chiffre grimpe quand on rentre dans les métropoles, ce chiffre grimpe aussi quand on va vers certaines populations comme les cadres. On sait que par exemple les cadres de l'Île-de-France sont près de 75% à vouloir quitter la ville. Et on est dans cette espèce de bizarrerie où on veut à la fois la ville à la campagne et la campagne à la ville.
Donc à la fois la question de la proximité, la question de la nature, comment peut-on relier tout ça? Ce sont toute une série d'acteurs qui ont leur contribution à apporter dans les solutions. Ce sont bien évidemment tous ceux qui fabriquent des services. Ces services qui vont permettre de savoir comment j'ai accès, et dans une économie de déplacement motorisé, à telle et telle ressource. Donc il faut apporter des services, il faut apporter du commerce, et puis il faut l'organiser spatialement, il faut l'organiser sur un plan urbanistique, il faut l'organiser sur un plan architectural, et on voit bien que ça, ce sont des choses qui font intervenir de nouveaux acteurs. Donc les acteurs de l'immobilier, par exemple, sont très largement interpellés. Aujourd'hui, ils sont hyper concentrés sur la ville, sur la grande ville, mais demain, où est-ce que ça va se passer? Demain, si on suit la demande des usagers, il est bien évident que ça va se décaler vers d'autres territoires. Il va falloir construire ces nouveaux espaces qu'on imagine, ces espaces multifonctionnels, ces espaces d'hébergement. Donc là, il y a un véritable défi pour l'acteur de l'immobilier, pour les architectes, pour les urbanistes, pour les promoteurs. Il y a là une question qui est fondamentale pour toute une série de nouveaux acteurs de la ville. L'enjeu, c'est de savoir prendre en compte toutes les échelles et ne plus rester simplement dans ce récit métropolitain où tout passerait par la métropole et le cœur de la métropole.